Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux différentes écritures en romaji. Bon, pour l'instant on a vu à fond les kana, hiragana, katakana, on a vu à fond les kanji, et puis maintenant on va s'intéresser plus en détail aux romaji. Alors les romaji, je vous ai dit que c'était quelque chose qu'on n'allait pas utiliser dans mes cours, parce que quand on parle en japonais, quand on fait du japonais, et plus tard quand on verra de la grammaire japonaise, on écrira en japonais, mais il est quand même important de connaître ces différentes écritures possibles en romaji, parce que vous allez forcément en avoir besoin à un moment ou à un autre. Quand vous parlerez japonais, que vous voudrez expliquer à je ne sais pas, à votre petite sœur que ça s'écrit comme ça, vous allez devoir utiliser les romaji. Et puis le kanji tokana, il utilise les romaji, donc bon, c'est quand même important de bien maîtriser tout ça. Alors, on a déjà vu les romaji, on les a notamment déjà vus quand on a fait les syllabaires, je vous ai écrit les lectures des kanas, de ces syllabes en romaji, vous vous en souvenez, et puis j'ai fait une présentation rapide des romaji dans la première partie des cours, mais là on va rentrer donc un peu plus dans les détails, notamment déjà dire que en japonais, on utilise 21 romaji, voilà, sur les 26 qui existent dans l'alphabet latin, on n'en utilise que 21. Et oui, et oui, on n'utilise pas le C. Le C, on l'utilise pas, le kakiku, ça se fait avec le K. Le C, on n'en a pas besoin. On n'utilise pas non plus le L. Bah ouais, il n'y a pas de L en japonais. Le la, c'est le R qu'on utilise, donc pas de L. On n'utilise pas non plus le Q. Le Q, on s'en sert pas en japonais. Kakikukeko, encore une fois, c'est avec le K, donc pas de Q. Le X non plus, on ne s'en sert pas. Pas de xa, tout ça, le X, on s'en sert pas. On verra plus tard que cela, on va pouvoir l'utiliser sur un clavier japonais, mais je rentre pas dans les détails. Et puis, d'ailleurs, je prends une petite note, attendez. J'avais oublié de noter quelque chose. Et on a aussi le V, dont on ne se sert pas, alors qui n'existe pas de base en japonais, il n'y a pas de va, vivu, vevo, mais vous vous souvenez qu'on les a créés avec les nouvelles combinaisons. Va, vivu, vevo, du coup le V, on va pouvoir s'en servir. Du coup, bon, on utilise 21, voire 22 des lettres latines. On va avoir aussi deux diacritiques. Alors diacritique, c'est quoi? C'est tout ce qui est accent, etc., etc., qui représente la même chose en fait. Quand on va écrire un allongement, vous vous souvenez, on met soit un petit trait comme ça, je le fais dans votre sens, comme ça, sur la voyelle allongée, ou alors un petit accent circonflexe. Bon, les deux existent, les deux vont être utilisés. Et du coup, avec tout ça, on va pouvoir écrire en romaji. Alors, tout ce qu'on a écrit jusqu'à présent en romaji, on l'a écrit dans un système qui s'appelle le système Hepburn. Et on va voir qu'il existe un second système d'écriture en romaji qui est différent, qui va vous paraître un peu bizarre d'ailleurs. Bon, on va voir ça. Alors le système Hepburn, les japonais l'appellent le Hebon, Hepburn katakanisé, Hebon Shiki Romaji. Hepburn en fait c'est le nom d'un japanologue anglais au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, donc il y a déjà un moment, à partir du moment où on a vraiment commencé à s'intéresser au Japon, à essayer de traduire cette langue, alors c'était bien avant la passion pour le Japon de la part de l'Occident à la deuxième moitié du XXe siècle, mais voilà, milieu du 19e, on s'est intéressé au japonais, puis il y a ce James Curtis Hepburn qui a créé un dictionnaire japonais-anglais absolument génial, le tout premier, qui a écrit le japonais en romaji, et du coup, son nom de famille est resté Hepburn. Voilà, c'est comme ça que ça s'utilise. Alors lui, bon, c'est celui qu'on utilise, vous le connaissez déjà, mais le principe c'était que les consonnes pour les romaji sont les consonnes anglaises, et les voyelles pour les romaji sont les voyelles italiennes. C'est pour ça que le E on prononce E, que le U on prononce OU, etc., etc. Du coup, avec les consonnes anglaises et les voyelles italiennes,
il a créé un système facile à lire pour tous, les Romaji, système Hepburn qu'on utilise donc. Et puis on a un second système qui est beaucoup plus japonais, que les japonais appellent le Kunrei Shiki Romaji. Et ici, la base est la même, c'est vraiment le même principe de consonne, voyelle, comme le système Hepburn, mais les particularités de prononciation japonaise vont être inchangées. On reste dans quelque chose de plus logique, de plus unifié, de moins facile à appréhender au niveau de la phonétique, mais c'est une écriture romaji plus logique, vous allez voir, et qui sera plus utilisée, plus pratique quand on utilisera plus tard le clavier japonais, mais je ne rentre pas dans les détails. Bon, K, la syllabe K, nous on va l'écrire K-A, il n'y a pas de souci. Dans les deux systèmes, c'est comme ça. La syllabe mo, on va l'écrire M-O. Dans les deux systèmes, il n'y a pas de souci. Mais le shi, que nous, en Hepburn, on écrit S-H-I, bah ouais, parce qu'on prononce ça shi. Bah, en système Kunrei Shiki Romaji, le système que je vais appeler très très japonais, ça va être juste S-I, bah ouais, c'est la ligne des S, c'est Sashi Suseso, c'est la ligne des S plus la colonne des I, ça fait si, que les japonais prononcent bien shi. Et c'est là qu'on a la nuance. Le chi, c'est la ligne des T, donc les japonais l'écrivent TI, chi. Le tsu, pareil, c'est T plus U, donc TU. Et le fu, bah, c'est la ligne des H, avec le U, donc HU pour faire fu. Donc voilà les nuances qu'on va avoir entre les deux systèmes de Romaji. On a pareil avec les accents. Le J, bah, c'est la ligne des S avec un Dakuten, donc le Z, hein, donc ZI, bah ouais, ça Dakuten, za, Shi Dakuten, Zi, mais qu'on écrit ZI. Et oui, et oui. Pareil pour le J, mais de la ligne des T, qui du coup devient Di, DI. Alors ça se prononce bien Di, mais on l'écrit DI. Et pareil, le Zu de la ligne des T, donc c'est un Tsu Dakuten. Du coup, les Japonais qui l'écrivent de base TU, ici, l'écriront aussi DU. Donc voilà, ça se prononce Zu, ça se prononce Ji, ça se prononce Ji aussi. Donc c'est moins évident phonétiquement quand on voit le truc écrit, mais c'est plus logique par rapport à la cohésion des lignes et des colonnes du tableau des syllabaires. C'est très intéressant. Et du coup, voilà, pour nous, ça va pas être bizarre. Par exemple, le mot Fuji, voilà, hein, la glycine, bon, que je vous écris, Fuji, tranquillement, comme ça, en Hepburn, bah, les Japonais, eux, vont l'écrire comme ça. Bah, Fuji, bah oui, la ligne des H, version U, HU, la ligne des S d'Akuten, version I, ZI. Et oui, ça se prononce bien Fuji. Un Japonais, vous lui montrez ça, il comprend, il vous prononce bien Fuji. Et c'est là que pour nous, c'est pas évident. Et attendez, on n'a pas encore fait les combinaisons. Les combinaisons, c'est wesh. Alors, de base, quand on avait qui, petit a, ça fait kia. Bah oui, qui, petit a, kia. Bah du coup, shi, petit a, qui se prononce bien chat en japonais. Eux, pour eux, c'est le si plus ya, du coup, bah S-Y-A, comme on a fait K-Y-A. Voilà, du coup, chat, ils l'écrivent comme ça, dans le système Kunrei Shiki Romaji, le deuxième système Romaji. Shu, c'est pareil, c'est S-I plus Y-U, donc S-Y-U. Sho, S-Y-O. Et ça se prononce bien Sha, Su, Sho, hein, et pas Sia, Su, Sio. C'est l'écriture qui est différente. Pareil pour Cha. Cha, c'est la ligne des T, c'est T-I, Chi, plus petit a. Donc T-I-A. Chu, T-I-U. Cho, T-Y-A, T-Y-U et T-Y-O. Et puis Ja, c'est la ligne des S, c'est S-I d'Akuten, donc Z-I, avec petit a, donc Z-Y-A. Z-Y-U, Z-Y-O pour Ja, Du, Jo. Et ouais, là, on commence à s'y perdre. Le mot Josha, Josha, voilà, que je vous écris en Hepburn, Josha, avec mon allongement, tout va bien. Bah, les Japonais, eux, peuvent aussi l'écrire en romaji comme ça. Z-Y-O-U, S-Y-A. Et oui, OU parce que bah, l'allongement, eux, ils l'écrivent en mettant le U parce que bah, ici, c'est un U, concrètement, hiragana. Donc, ce qu'on peut écrire Josha comme ça, on peut aussi l'écrire
comme ça. Et ça, les Japonais le prononcent bien josha. C'est le même truc. Ça peut arriver que vous trouviez des dictionnaires de japonais, alors des trucs vraiment purement japonais, hein. Ça s'exporte pas trop, où Josha est écrit comme ça. Et là, il faut bien comprendre, ah bah, Z-Y-O, alors attends, c'est Z-I, c'est J, donc Jo, le U, c'est l'allongement, Jo, S-Y-A, alors c'est Shi, donc Josha. Et ouais, ça c'est bien important. Il faudra, si jamais vous voulez vraiment maîtriser à fond les Romaji, bien comprendre ça. Donc on comprend bien que le système Hepburn est beaucoup plus utilisé parce qu'il est beaucoup plus facile, notamment au niveau de la phonétique, mais l'autre est beaucoup plus fidèle à l'écriture romaji, hein, au syllabaire. Donc les deux ont leur force, vraiment. Mais pas de panique, de manière générale, alors on utilise soit l'un, soit l'autre, mais on verra qu'en japonais, alors le japonais est une langue qui s'écrit de base en japonais, on verra qu'en japonais, les écritures romaji, il n'y a pas de vraies règles, c'est pas fixe. On peut faire un peu comme on veut, ça reste une écriture étrangère, voilà, on écrit le japonais avec les langues latines, avec les lettres latines. On peut trouver tout et n'importe quoi pour un même mot japonais, hein. Je prends par exemple, dans Dragon Ball, une fois, Krillin, il va avoir écrit son nom de famille, enfin son nom sur sa casquette, K-R-I-L-I-N. Une fois, ça va être écrit K-U-L-I-L-I-N. Enfin voilà, les Japonais savent pas trop. Parfois, dans un même manga, vous avez deux fois la romanisation différente d'un même mot, hein. Par exemple, Goku, de temps en temps, c'était écrit G-O-K-U-U. Des fois G-O-K-O-U, des fois, bon, on sait pas trop. Même eux, ils savent pas trop, hein. Ça reste, on fait un peu comme on veut, hein. C'est une langue étrangère, il n'y a pas de règles là-dessus, hein. Le japonais s'écrit, les règles sont sur la langue japonaise. Le japonais s'écrit bien en japonais. Bon, je vous perds pas. J'espère que je ne vous perds pas. On va quand même avoir des règles de particularité d'écriture, notamment sur le système Hepburn, qu'on va voir, parce qu'encore une fois, on va essayer d'apprendre les Romaji à fond. Donc les règles qu'on va voir concernent le Hepburn, et c'est tant mieux parce que je pense que c'est celui que vous allez le plus utiliser, c'est celui que j'utilise lorsque j'écris les lectures de mes cours en Romaji dans les notifications YouTube, hein. Vous savez que si jamais, ce sera notamment le cas quand on fera la grammaire, hein, mais que si jamais vous n'arrivez pas à lire quelque chose, vous pouvez activer les notifications pour voir la lecture. Voyons voir tout ça. Alors, on verra plus tard qu'on va avoir des particules grammaticales qui se prononceront, alors qui s'écriront en hiragana, mais qui se prononceront un peu différemment, notamment la particule qu'on écrira ha, mais qu'on prononcera wa. La particule wo, qu'on prononcera o, la particule he, que l'on prononcera e. On verra tout ça plus en détail lorsqu'on fera la grammaire, mais je peux d'ores et déjà vous dire que tout ça, bah, écrit en romaji, on se base bien sur la phonétique, donc ça ce sera donc wa, ça ce sera o, et ça ce sera e. D'accord. Ensuite, quand on a un n seul, un n, suivi d'une syllabe en ya, yu, yo, un ya, yu ou yo. Si par exemple le mot honyaku, ce qui veut dire traduction, si je vous écris ho-n-yaku, bah moi je lis ça ho-nyaku. Et ouais, je sais pas si c'est un n suivi d'un ya ou si c'est la combinaison nya. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici un apostrophe pour séparer le n du ya, pour bien comprendre que c'est hon-yaku et pas ho-nyaku. Comprenez bien. Toujours en ce qui concerne ce n, on va pouvoir l'écrire de temps en temps avec un m, notamment le mot zenbu, qui veut dire la totalité en japonais, qu'on écrit zenbu, hein, zenbu, et bah comme ça se prononce plus ou moins zembu, hein, zembu, on entend plus un phonétiquement, un m. En romaji, on va pouvoir écrire ce n avec un m. Ça se fait. Bon, moi personnellement, je ne le fais pas, mais c'est possible. Quand on va avoir des pauses, alors vous savez que quand on a une pause en romaji, on double la consonne qui suit. Par exemple, gaki, G-A-K-K-I. Pas de souci à ce niveau-là. Si je vous dis par exemple zashi, là j'ai une pause avant un shi. Du coup, shi, je mets un S devant, hein. C'est S-I, bon je rajoute un H pour la prononciation, mais Z-A-S-S-H-I.
Quand on a une pause avant un tsu, pareil, par exemple mitsu, pareil, je double le T. T-T-S-U, mitsu. Et puis, quand on va avoir une pause avant un chi. Ah ouais, un chi. Alors chi, c'est marrant parce que c'est la ligne des T, mais on l'écrit C-H-I, on n'a pas du tout de T. Donc quand on va mettre une pause avant un chi, on va l'écrire T-C-H-I. Hein, ce truc-là, le chi, par exemple, il n'y a pas beaucoup de mots qui disent une pause avant un chi, hein, mais on va mettre le T-C-H-I. Par exemple, il y a un mot, alors c'est bo-chan, donc là c'est la combinaison chi, petit ya, cha. Là c'est bo, donc T-C-H pour ch, la petite pause, et ensuite cha. Comprenez bien. Donc ça c'est un peu particulier. On peut aussi, je pense, mettre C-C-H-I. Encore une fois, on fait comme on veut, un peu en romaji. L'important c'est que ce soit lisible phonétiquement par les étrangers, mais en général, ce qui se fait, c'est plutôt de mettre un T. Quand on a un allongement, alors, je vous l'ai déjà dit, soit on met un trait, si on le sait faire, notamment informatiquement, c'est très bien. Si on ne sait pas faire, bah, c'est pas grave, on met un accent circonflexe. Les deux sont OK. Et puis parfois, on va pas le faire. Parfois, certains en Romaji n'aiment pas mettre les traits comme ça. Par exemple, un allongement en O. Donc, par exemple, je sais pas, Gakko, bah, le ko, ils vont écrire K-O-U, parce que ça s'allonge avec un U. Sensei, on va écrire S-E-I à la fin, parce que ça s'allonge avec un hiragana I. Bon, moi j'aime bien mettre l'allongement quand même, ça permet de bien comprendre que c'est un allongement. Parfois, ça ne se fait pas. Et puis parfois, il y en a qui allongent avec un H. Alors ça, je trouve que les Anglais le font beaucoup. Par exemple, le mot kyomi. Donc kyo, allongé U, mi, que j'écrirai comme ça, que je peux vous écrire comme ça en écrivant bien le U. Hein. Les Japonais, enfin les Anglais peuvent l'écrire comme ça, kyomi. Voilà, en mettant un H pour faire l'allongement. Moi, encore une fois, c'est quelque chose que je ne fais pas du tout. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que ça ou ça, bah, ça se lit bien kyomi. Hein, en japonais, kyomi. Kyomi, c'est mes centres d'intérêt. Les centres d'intérêt en japonais. En japonais, on va avoir de temps en temps un. Alors, surtout dans les onomatopées, on va avoir un hiragana qui est suivi d'un petit tsu. Par exemple, alors ça, c'est quelque chose d'un peu particulier, c'est l'expression orale. Par exemple, a petit tsu, bah, la pause, elle est marquée, bah, elle n'est pas marquée parce qu'on n'a rien à côté, mais a petit tsu, bah, c'est a. Ça veut dire qu'on coupe sèchement. C'est utilisé soit quand on est étonné, quand on est interrompu, etc., etc., etc. Du coup, ça c'est A et ça c'est A. Voilà, c'est comme si on avait une pause, mais juste après voilà, qui est vraiment très très proche. Et du coup, quand on va voir ça en Lomaji, en général, on va mettre un apostrophe juste après. Par exemple, voilà, A avec l'apostrophe, tout simplement. Bon, voilà. Autre chose, quand on a des majuscules, quand on a des noms propres en japonais, alors en général on va mettre la majuscule au mot en romaji. Par exemple Tokyo, bon voilà c'est le nom propre, c'est une capitale. Alors il n'y a pas de majuscule en japonais, ça n'existe pas du tout. Hein. Pas de majuscule au kanji, il n'y a rien. Hein. Les katakana sont de temps en temps assimilables aux majuscules latines, mais un mot en hiragana prend pas une majuscule en katakana, ça n'existe pas, on est d'accord. Hein. Mais là, c'est possible, Tokyo, bah, de l'écrire, voilà, Tokyo, alors avec bien les allongements, et puis je mets une majuscule au T. Ça se fait bien. De temps en temps, ça va pas être évident de bien séparer les mots écrits en romaji parce que, alors on verra quand on fera la grammaire que on va avoir de temps en temps des petits hiragana qui vont se placer comme ça entre les mots, qui sont des abréviations de temps en temps orales. Par exemple, irunda. Alors bon, là c'est iru, da. Moi, je le séparerais en trois mots. Hein. De base, c'est irunoda, mais qui se prononce beaucoup à l'oral. Irunda. Irunda. Alors ça, comment j'écris en romaji? Iru, da. Ouais, moi, c'est comme ça que je le ferais. C'est comme ça que ça se fait en général. Du coup, là, on a un N qui est tout seul. C'est pas facile. Hein. On peut tout attacher. Mais là, du coup, on voit pas trop comment sont séparés les mots. Donc, de temps en temps, on va avoir des petites ambiguïtés à ce niveau-là. C'est normal. On est en train d'écrire une langue avec un système d'écriture complètement étranger. Hein. C'est pas du tout la même chose. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Quand on a des suffixes en japonais, on va utiliser de temps en temps des traits d'union. Hein, par exemple, alors on verra ça quand on fera la grammaire, encore une fois, notamment quand on a des suffixes honorifiques qu'on met après les noms des gens. Par exemple, pour dire ma petite Ayaka, je vais dire Ayaka-chan. Bon, c'est très affectif, etc. Bah, le chan, c'est un suffixe honorifique. Du coup, bah, moi en romaji, je vais l'écrire Ayaka,
avec une majuscule, c'est un nom propre, hein, c'est un nom féminin japonais, un prénom. Trait d'union, chan. C'est comme ça que je le ferai. Bon. Et puis, quand on a des grands mots en japonais, des mots très longs, hein, notamment certains qui enchaînent 6, 7, 8 kanji, il peut arriver que on sépare ces mots en plusieurs mots en romaji, hein, pour bien montrer ouais, la séparation des mots par rapport au sens. Je vous donne un exemple. Attendez, qui c'est qui a écrit cette connerie? C'est moi. Par exemple, Chuka Jinmin Kyowakoku, République populaire de Chine. Bon, alors ici c'est Chuka Chine Jinmin populaire Kyowakoku République. Donc là, ouais, c'est un seul mot, mais moi je vais pouvoir le séparer en 3 mots, Chuka Jinmin Kyowakoku. Voilà. C'est comme ça que je le ferai, avec la majuscule à chaque fois parce que c'est un nom propre. Bon, ok. Et pour finir, quand on a des mots katakanisés, donc des mots étrangers qui rentrent en katakana dans la langue japonaise, et que ces mots, je les écris en romaji, on va les écrire, voilà, katakanisés, hein. Par exemple, une orange, j'ai un texte japonais, dedans il y a orenji, orange, et puis ce truc, en le romanisant, en l'écrivant en romaji, moi je vais écrire orenji, parce que je l'écris comme il est en katakana dans la langue japonaise. Je vais pas écrire orange. Pareil, si j'ai un calendrier, je vais pas écrire calendar, je vais écrire kalenda, parce que c'est comme ça qu'il est rentré dans la langue japonaise. C'est un peu bizarre d'écrire des mots qui existent déjà en alphabet latin dans leur propre écriture, de les écrire différemment comme ça, katakanisé, mais c'est comme ça que ça se fait en général. Bon, voilà toutes les particularités qu'on peut avoir sur les romaji. Donc vous êtes calé maintenant, vous êtes au taquet, hein. Ça fait beaucoup, c'est pas tout ultra. Alors c'est pas ultra important de bien tout connaître, bien se souvenir de tout, mais c'est des trucs qu'on peut croiser quand on utilise un peu les romaji. C'est important, c'est notamment pas mal de trucs qu'on croisera dans le kanji tokana, donc souvenez-vous-en. Pour finir, on a bien sûr des mots japonais qui rentrent dans la langue française, et là on va les écrire, ça va être un peu particulier. Par exemple, le judo, sport japonais. En japonais, c'est judo. On a 2 allongements. Du coup, en romaji, on serait tenté de l'écrire comme ça, judo. Mais nous, en français, on l'écrit tout simplement judo. Voilà, sans accent circonflexe ni rien. Un samouraï. En japonais, samurai. Samurai. Nous, on dit samouraï. Du coup, on va carrément l'écrire samouraï avec voilà le tréma, hein, le OU, parce que c'est comme ça que ça s'écrit en français. Du coup, là, on change l'écriture romaji, on n'est plus sur des romaji, on a écrit en français, hein, francisé, le mot japonais. Et puis j'ai un autre exemple, alors là, qui est encore plus modifié. En japonais, il y a un sport, c'est le jujutsu. Jujutsu, c'est un autre art martial alors, jujutsu, on a bien l'allongement. En français, on dit jujitsu. Voilà, jujitsu. Alors bon, pas d'allongement. Puis le deuxième ju, alors c'est pas facile en français, on imagine de dire jujitsu, du coup jujitsu. C'est comme ça qu'il est passé, c'est comme ça qu'il est dans le dictionnaire, un jujitsu. Il me semble qu'en anglais, il est resté sur jujutsu, hein, mais là en français, bon, jujitsu, alors ça arrive, hein, de temps en temps, on change un peu les mots. Ça, hein, pour vous redonner un exemple hein, du deuxième système d'écriture romaji, ça s'écrirait comme ça. Et ouais, jujutsu. Et oui, hein, c'est pas évident, mais un japonais, les deux, ils le lisent jujutsu, hein, sans réfléchir. Les 2 systèmes de romaji sont très importants, très important de bien les comprendre. Et puis on va avoir, alors faire attention à certains mots japonais qui sont rentrés en français, que l'on prononce en français, mais mal. Et ouais, par exemple, un petit arbre dans un pot, là, nous on appelle ça un bonsaï. Mais en japonais, c'est bonsai. Bonsai. Et ouais, donc ce qu'on appelle un bonsaï, attention, le mot japonais, c'est bonsai. Et ouais, faites attention. D'ailleurs, je sais pas pourquoi en français on prononce ça bonsaï, parce que quand on a un S coincé entre une consonne et une voyelle, on le prononce comme dans consonne d'ailleurs. Hein, donc en français, ça devrait se prononcer bonsaï. Mais voilà, bonsaï, qui se prononce bien en japonais bonsai. Nagasaki. Et oui, la ville de Nagasaki, en japonais c'est Nagasaki, ça s'écrit avec un S. Alors nous, ASA c'est Nagasaki, mais attention, en japonais ça se prononce bien Nagasaki. Si vous dites Nagasaki à un japonais, il comprend pas, il sait pas de quoi vous parlez, hein. C'est pas le nom de la ville, attention. Donc il faudra faire attention à bien prononcer comme ça en français,
vis-à-vis des mots qui existent en français, les mots japonais. Je finis avec un petit exemple d'un truc qui m'a fait mourir de rire. Alors c'était une fois, je regardais à la télé les Jeux Olympiques d'hiver. Je crois que c'était quand c'était au Canada, il y a pas longtemps, il y a quelques années. Et il y avait notamment un japonais, Takeuchi, qui sautait, qui fait du saut à ski. Et là, on avait Nelson Montfort, hein, ce bon vieux Nelson, qui était là. Eh oui, c'est le japonais Takeshi. Eh ben ouais, Takeuchi. Donc lui, il disait ça Takeshi. Il était là. Eh oui, c'est Takeshi qui s'élance, Takeshi qui saute. Et moi, j'étais là, mais non, mais c'est Takeuchi, le pauvre japonais. Mais imagine-le qui regarde la rediffusion française. Bon, truc qu'il ne fera jamais, bien sûr. Mais voilà, c'est comme ça que le Takeuchi devient Takeshi quand on prononce, bien sûr, à la française un mot japonais. Donc faites bien attention à pas vous faire avoir, à bien prononcer les mots japonais en japonais. Voilà, j'ai été long, exhaustif, mais c'est important d'avoir une bonne présentation des Romaji, comme ça au moins vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au prochain cours.